Hebdo en version française avec le meilleur de la mode, du design, de la gastronomie, de la création, de l'artisanat et de l'art de vivre en version très originale et 100% française. Le papier peint n'a pas dit son dernier mot. La maison Antoinette Poisson dépoussière à sa manière cet ornement mural. Il y a l'école Catherine Müller, il y a la technique Catherine Müller, mais il y a surtout ses créations florales sauvages et poétiques. Qui a dit que la banlieue n'était pas chic? Aujourd'hui, balade culturelle du côté de Neuilly, c'est notre repérage du jour. Non, le perfecto n'est pas réservé qu'aux motards et aux rockers. Alice Ballas assemble tissus, cuir et couleurs pour des créations originales. Tout ce qui est arty, cosy, Frenchy en version 100% française, c'est tout vu, c'est point de vue. Make Up Me, c'est un bar à maquillage, vous avez bien entendu. Dans ce salon aux jolies voûtes en pierre, vous pourrez siroter un petit verre seul ou avec vos amis en écoutant votre playlist préférée et en vous faisant chouchouter, of course. Nous aussi, on se prend pour une starlette et on adore. Art brut, on connaissait, mais art hors les normes, qu'est-ce que c'est? C'est la collection déjantée de l'architecte Alain Bourbonnais. La Fabuleuserie, véritable maison-musée, ouverte en 1983, abrite plus de 1000 pièces. Et quand on sort dans le jardin, l'expérience continue. Manège, sculpture et girouette. De quoi vous faire tourner la tête. Agnès B, styliste, est un ouvrage regroupant de nombreux clichés de la collection personnelle d'Agnès Troublé. Car en plus d'être une créatrice émérite, elle est aussi une collectionneuse passionnée. De quoi découvrir d'où viennent ses inspirations, vêtements, croquis, parutions, une véritable référence en matière de mode. Pas la peine d'être un randonneur hors pair pour avoir le droit de s'acheter une gourde. Pour la salle de sport ou simplement poser sur votre bureau, cette jolie gourde est made in France et écolo. Au revoir bouteille en plastique et bonjour Gobi. Vous pouvez même y glisser une photo ou un petit message à l'intérieur, ça donne soif. Retour en arrière avec l'ancêtre du papier peint. On accroche, on décroche et surtout on réaccroche les papiers de la maison Antoinette Poisson. Amateur de déco 18e, cette découverte est pour vous. Pour un saut dans le temps et une découverte inédite, suivons la trace de 3 jeunes restaurateurs du patrimoine qui s'emparent d'une technique disparue du XVIIIe siècle, celle de la dominoterie. Un papier peint imprimé et peint à la main, apposé au mur, feuille par feuille. Le papier dominoté, c'est l'ancêtre du papier peint. Avant l'invention du rouleau, on imprime à la feuille. C'est imprimé à la feuille et peint à la main au pochoir. Ce sont les imprimeurs d'images pieuses, d'imagerie populaire, qui se sont mis à faire du papier décoratif au XVIIIe. C'est ce qui nous a intéressés en fait pour la décoration aujourd'hui, c'est de proposer un matériau de très très bonne qualité, puisque c'est un papier fait à partir de chiffon, artisanal, et qui, une fois posé au mur, donne vraiment une âme au mur. Et c'est un produit qu'on ne trouve pas dans la décoration aujourd'hui dans le domaine du papier peint. Antoinette Poisson naît en 2012 au cœur du quartier de la Bastille. Ce nom à la consonance doucement surannée est un clin d'œil à la marquise de Pompadour, femme de lettres et de goût, évoquant ainsi le faste du siècle des Lumières. Pour retrouver le charme et l'esthétique pourtant si contemporains de ces papiers dominotés, rien n'est laissé au hasard. Donc on travaille le plus possible dans la tradition en fait, du métier de dominotier. Ce métier est largement illustré dans des planches qui avaient été conçues pour l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et ces planches n'ont jamais été publiées dans l'encyclopédie, mais elles décrivent parfaitement les gestes sous forme vraiment illustrée, comme une bande dessinée, ce qui nous a permis de retrouver exactement les gestes que pouvaient avoir les dominotiers, les outils qu'ils utilisaient, et jusqu'aux matériaux, donc le papier, les encres. La tradition des papiers dominotés est directement associée à celle de la fabrication du papier. Faisant de la tradition une obsession, Julie, Vincent et Jean-Baptiste font fabriquer leur papier dans le tout dernier moulin à papier de France. Donc on s'est associé avec Jacques Bréjoux, un fabricant de papier qui travaille près d'Angoulême et qui reprend les techniques des papetiers du XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Il a tout un stock de chiffons anciens qu'il garde précieusement et qu'il utilise au fur et à mesure de sa production. Les motifs Antoinette Poisson sont dessinés à la main par nos artisans éditeurs de papier. Et oui, formes géométriques et univers floraux font à nouveau fureur pour une déco très 21e siècle. Les couleurs de nos papiers sont inspirées de couleurs historiques. On a décliné une palette où toutes les couleurs s'harmonisent les unes avec les autres
Et c'est cette palette que l'on propose à nos clients en leur garantissant que finalement ces couleurs sont 18e. Et la magie opère. L'univers de nos maîtres dominotiers modernes a séduit plus d'un décorateur et nombreuses sont les marques qui les ont approchés pour s'offrir la collaboration de ces créateurs atypiques. C'est notamment le cas de Diptyque, pour l'édition très limitée de ces bougies parfumées à la rose pour la Saint-Valentin. Dans l'atelier d'Antoinette Poisson, on comprend l'engouement autour de ces papiers dominotés. Les gestes de ces artisans atypiques amènent à une forme de zénitude inattendue. On le voit sur les documents anciens, c'est des gestes qui étaient faits rapidement. L'exécution est assez rapide pour pouvoir produire beaucoup de feuilles pour créer des décors. Donc on reste dans ces gestes, en fait. On voit les traits de pinceau, il y a parfois des débordements de couleurs. Des petites irrégularités qui apparaissent. Et du coup, ce qu'on aime, nous, dans ce travail de fabrication de papier dominoté, c'est qu'une fois au mur, rien ne se répète totalement. On a toujours des irrégularités d'une feuille à l'autre qui font qu'il y a une vraie vibration au mur qui se crée une fois le papier appliqué. Chaque feuille créée chez Antoinette Poisson raconte une histoire, celle d'un morceau de lin vieux de 2 siècles qui a connu une seconde vie, celle d'un motif sorti des musées, celle d'un geste ancestral, rapide, irrégulier et léger. Et le papier peint dominoté renaît au XXIe siècle, mixant à merveille nostalgie et modernité. Il paraît qu'il faut le dire avec des fleurs. Catherine Müller a visiblement écouté ce conseil et a monté sa propre école de création florale. Poésie, légèreté, brin de folie, des bouquets sauvages qui racontent des histoires. L'invitée de marque du jour se nomme Catherine Müller. Ne vous laissez pas duper par son teint de pêche et son visage angélique. À la tête de sa propre école d'art floral depuis 2005, la créatrice est une star en Extrême-Orient. Et oui, au Japon ou en Corée, l'art floral jouit d'un engouement médiatique similaire à celui de la France pour la gastronomie. Si en 2011, la Catherine Müller Super Flower Lesson, diffusée en prime time le samedi soir sur la première chaîne japonaise, fut un vrai succès, aujourd'hui, ces 3 écoles à Londres, Séoul et Paris sont un passage obligé pour qui souhaite parfaire son éducation florale. En Asie, que ce soit en Corée ou au Japon, c'est vrai que j'ai une relation très exclusive puisqu'ils m'ont fait confiance très tôt et ils ont aimé ce que je proposais avant que je le présente après finalement en France. Donc petit à petit, j'ai commencé à enseigner mon identité, mon image et j'ai pu le partager. Si l'art floral requiert du talent, il demande avant tout une bonne connaissance des fleurs. Et c'est à Rungis que professeur Müller se rend plusieurs fois par semaine afin de choisir ce qu'il y a de mieux pour ses fleuristes en herbe. Le travail d'acheter à Rungis, c'est vraiment le moment clé de notre métier. C'est vraiment les fleurs qu'on va choisir qui vont décider si notre arrangement sera réussi. Aussi au niveau du style, au niveau de la tenue des fleurs, au niveau de la couleur, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en jeu. J'ai quand même mes commissionnaires préférés. Moi, j'achète vraiment en grande quantité, donc j'ai pas le temps de vérifier si telle et telle fleur est suffisamment fraîche. Et donc j'ai lié des liens avec ces fournisseurs-là qui me disent non, Catherine, prends pas cette fleur-là, prends plutôt celle-ci qui est plus fraîche. De retour à l'école sous les arcades face au jardin des Tuileries, c'est l'heure de la démonstration. Un véritable cours magistral de fleurs qui ne ressemble en rien aux amphis de notre jeunesse. Car c'est le moment ou jamais pour s'imprégner du style et acquérir quelques astuces précieuses de Catherine Müller. Moi, généralement, je prends la fleur en bas de la tige et je la laisse vivre pour voir comment elle va tomber. Et donc, quand je place ma fleur, je regarde l'expression qu'elle va avoir et je vais l'utiliser de manière à, dans l'arrangement, le plus sauvage possible. Et souvent, quand vous prenez une fleur en bas de sa tige, elle a un accent. Ça peut être un accent réveillé vers le ciel, ou un accent plus bas, ou un regard sur le côté, mais ça a un accent, et c'est ça que j'essaye aussi de transmettre à mes participants. Plus facile à dire qu'à faire, reproduire la composition demande beaucoup d'entraînement et un sens de l'observation, car les fleurs ne sont pas toujours disciplinées. Les élèves de l'école se donnent pourtant beaucoup de mal, et le résultat est épatant. Généralement, je transmets mon style et si jamais je détecte une sensibilité ou une autre proposition du participant,
Si je peux l'aider, je l'aiderai dans son sens également. Dans cette école, je ne suis pas du tout sur la compétition, je suis sur la transmission et le bien-être. Donc ce qui est important pour moi, c'est qu'on apprenne quelque chose et qu'on se sente bien. C'est aussi dans l'art de vivre, faire un joli cours d'art floral avec une jolie tenue. C'est tout un univers qu'on emmène chez soi. Si les étudiants en art floral rentrent chez eux des couleurs plein la tête, la créatrice, quant à elle, s'est attribuée une dernière mission quotidienne mystérieuse. Alors j'ai mis en place le Take Me Home, donc je fais hashtag Take Me Home. Je pose mon bouquet, je mets mon petit mot quand même pour ne pas faire peur aux passants parce qu'ils se demandent toujours est-ce que je peux le prendre ou pas. Donc souvent ils lisent le mot et mon rêve ce serait d'avoir sur Instagram la photo de la personne qui a pris le bouquet. C'est vraiment pour moi important de faire partager un art un peu inaccessible à des inconnus dans la rue. Je trouve que c'est le moment de partager quelque chose de gratuit qui n'apporte rien à personne, juste un joli sourire et un bon moment. Épuisante, enivrante, enchantée, c'est une journée avec Catherine Muller. Cette jeune femme déménage et nous allons suivre de très près sa carrière qui n'augure que du bon. Bonjour et bienvenue dans Version Française, Catherine. Merci, je suis ravie d'être là. Vous êtes tombée dans les fleurs quand vous étiez toute jeune, à 16 ans. Comment ça s'est passé exactement? Alors j'ai commencé une formation très classique, on va dire académique, une formation que tout le monde fait pendant 4 ans. Mais j'avais un rêve. Mon rêve, c'était d'être créatrice et de faire des nouvelles tendances, de chercher un petit peu comme la haute couture. Dans n'importe quel secteur, pas forcément les fleurs. Si j'étais dans les fleurs, ça n'existait pas encore. On démarrait, je commençais à avoir des compositions un peu tendance, mais j'avais vraiment envie de faire des collections. Et donc pendant 4 ans, j'ai juste fait mes examens parce que c'était un peu obligatoire. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans diverses fleuristes à Paris, à Versailles. Et j'avais une spécialité, c'est qu'à chaque fois qu'on m'appelait, je partais toujours ou à l'étranger ou sur des décors, mais à n'importe quelle heure, je disais toujours oui. Alors justement, pendant un voyage en Corée, il s'est déclenché quelque chose. Au lieu de faire des bouquets vous-même, vous aviez envie de transmettre votre savoir-faire. Oui, alors je pense qu'en fait, j'étais déjà très pédagogue dès le début. C'est l'idée de transmettre son savoir. Et puis, j'aime bien aussi transmettre par la fleur un côté de bien-être, mais aussi travailler sur le savoir-faire de la personne qui fait son bouquet. C'est-à-dire que j'essaye de lui montrer sa personnalité aussi. Quand vous commencez un bouquet, vous commencez avec 2-3 fleurs et ensuite vous voyez comment ça se passe? Alors pour moi, oui, à la maison. Mais les participants qui viennent, ils ont vraiment besoin de règles quand même. Enfin, bien sûr, il y a un côté spontané, mais pour que ce soit spontané, il y a des petites touches, des petites astuces. On ne doit pas sentir le travail du fleuriste. On doit vraiment sentir la nature et quelque chose posé là comme ça. Catherine, on va parler un peu de votre école. À qui elle s'adresse? Plutôt aux particuliers, plutôt aux professionnels? Les deux? Les deux. J'ai des professionnels qui viennent ici parce qu'ils ont appris des méthodes et ils ont envie de connaître mon style et pourquoi pas de l'utiliser ou de le mélanger avec le leur. J'ai des rêveurs qui arrivent ici et qui se disent « Moi, j'ai toujours voulu être fleuriste. Maintenant, je me retrousse les manches et en quelques cours, je veux au moins avoir des bases dans l'art floral et un style, parce qu'ils viennent surtout ici pour un style. » Comment vous pourriez décrire le style Catherine Muller en quelques mots? Alors mon style, je pars de la fleur et je crée à partir de la fleur tous mes arrangements. En revanche, le côté vraiment à la française, là ça va être plus, je veux faire un bouquet rond, je vais forcer mes fleurs à aller jusqu'à la forme que j'ai décidée. Et vous, en fait, la forme, du coup, elle est plus libre? Elle est plus libre et on part aussi de la face des fleurs, on regarde le profil, les expressions des fleurs. En fait, je me suis beaucoup inspirée des tableaux en promenant aussi au musée. Et là, j'ai vu que sur certains tableaux, le profil des fleurs était beaucoup plus joli. Des fois, le dos de la fleur est plus beau. Par exemple, une tulipe ou un pavot qui regarde de dos, le dos est plus élégant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à transformer mes méthodes pour aller vers des choses beaucoup plus spontanées. Quand vous vous promenez, vous n'avez pas toutes les fleurs qui vous regardent, vous avez aussi des attitudes. Et comment vous gérez le côté très éphémère?
de vos En créations? fait, pour moi, c'est pas négatif. Au contraire, je trouve que c'est ce qui donne la valeur de mon travail. C'est-à-dire, ce jour-là, il fallait être là, il fallait voir cet éclat dans le pétale. Et effectivement, d'une journée à l'autre, par exemple, aujourd'hui, on peut avoir une tonalité très spécifique, et le lendemain, déjà avec une journée en plus pour la fleur, elle s'est décollée, et du coup, la tonalité du pétale, la pigmentation est moins forte. Donc, mais je trouve que c'est bien finalement que ce soit éphémère. Moi, ça ne me dérange pas. J'ai vu quelque chose de vraiment spécifique. On était là, souvent on est un petit groupe, et on a vu quelque chose de spécial. Si vous aviez une journée de libre, Catherine, vous faire une balade dans la forêt? Oui, certainement. Ou en forêt, ou j'aime bien aussi, en ce moment je suis très dune le long de la plage, vraiment les plages sauvages. J'ai trouvé la nouvelle végétation, je trouve que que je n'avais pas trop regardé jusqu'à présent. Et toutes ces couleurs un peu beige, sable, voilà. Si j'ai une journée, je serai sur une dune, le long d'une plage. Merci beaucoup, Catherine. Je vous en prie. Souvent qualifiés de coin bourgeois, nous sommes allés mettre les pieds à Neuilly pour vous faire découvrir 3 adresses au cœur de la ville. Alors pourquoi ne pas se délocaliser le temps d'une journée pour arpenter ces sentiers? Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouveau coin branché. Bourgeois, un brin chic, la réputation de Neuilly n'est plus à faire. Et pourtant, saviez-vous que dans cette ville de l'Ouest parisien se cachent de véritables trésors? À commencer par le parc de la Folie Saint-James. Une ancienne maison de campagne construite par le baron Saint-James en 1772. Le baron avait une charge importante dans l'État. Il était intendant de la marine et donc avait le pouvoir et l'argent et donc a souhaité aménager ce parc au départ d'environ 17 hectares. Et là, actuellement, ce parc départemental ne fait qu'1,8 hectare. Au fil de la promenade, les visiteurs peuvent admirer les différentes fabriques, comme le Grand Rocher, le pont Paladien ou encore le Temple de l'Amour, tout juste restauré. Nous sommes devant une des fabriques, puisque le Temple de l'Amour est une des fabriques qui a été construite un petit peu vers la fin de l'aménagement de ce parc, puisque c'est le dernier propriétaire du parc, M. Lebel, qui a aménagé cette partie du parc. Aujourd'hui, le parc et sa demeure sont classés monuments historiques et la prochaine étape va consister à redonner un petit coup de jeune à la propriété. À quelques minutes à pied de ce petit coin de verdure, un autre lieu particulièrement apprécié des artistes, l'île de la Jatte, avec ses guinguettes en bord de Seine, ses coins de verdure et ses demeures assez prisées. Elle est connue pour avoir inspiré de nombreux peintres de la période impressionniste, comme Monet, Van Gogh ou encore Georges Seurat. Tous sont venus poser leur chevalet dans le coin et certains de leurs plus célèbres tableaux ont été peints ici même. Certes, depuis le paysage a changé, mais vous pouvez quand même vous amuser à essayer de retrouver quelques points de vue en suivant les panneaux du parcours des impressionnistes tout autour de l'île. Après une telle marche, il est temps de regagner l'autre côté de la rive. Et pourquoi pas s'arrêter chez Ribot pour le déjeuner? Dans le paysage gastronomique de la ville, le moins que l'on puisse dire, c'est que Ribot fait figure d'exception. Dans le style bistronomique typique des quartiers branchés, Benjamin souhaitait avant tout, en ouvrant son restaurant, se démarquer. L'envie, c'était vraiment de vouloir créer quelque chose qui soit une cuisine un peu plus moderne que l'on trouve justement dans l'Est parisien, et de faire en sorte que ça soit vraiment quelque chose qui remue un peu les choses. Alors concrètement, dans l'assiette, comment est-ce que ça se traduit? On aime beaucoup les produits de saison. Par exemple, on a le ceviche qui revient régulièrement. C'est du poisson, c'est léger, il y a de la fraîcheur, il y a un peu d'acidité avec les agrumes. Pour ce qui est des desserts, on aime bien encore une fois travailler le chocolat, ça plaît énormément aux gens. Il y a également la tarte au citron, encore les agrumes, mais qui ont des structures. Une cuisine étonnante, pleine de surprises sous couvert de plats traditionnels, un peu à l'image de la ville finalement.
La légende raconte qu'elle porte des bottes de moto et un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Enfin, pour Alice Ballas, ça serait plutôt un joli perfecto avec un message au verso. On va y jeter un œil ? Avec Alice Ballas, le perfecto connaît un nouveau souffle. C'est l'ADN de sa marque, réinventer un vêtement iconique à travers des pièces uniques où elle infuse la personnalité de celui qui la porte. Son parcours avant d'en arriver là, des études d'art et de graphisme avant de décrocher un job de directrice artistique dans une agence digitale à Londres pendant 4 ans. L'occasion pour cette éternelle passionnée de photos d'aiguiser son sens de l'image et d'exercer son œil auprès de nombreux projets mode. Mais Paris finit par lui manquer et l'envie de monter son propre projet avec une dimension plus manuelle se fait sentir. Ce projet, en fait, il est né d'une petite idée que j'avais en tête. J'adore ce produit, j'adore le perfecto. J'avais du mal à en trouver pour moi. Ou alors je les trouvais tous toujours noirs avec le zip argenté. Je trouvais que c'était une pièce qui mérite mieux que la connotation rock et biker dans laquelle on l'a enfermée et qui pouvait exister de plein de façons différentes. Du coup, les perfectos d'Alice sont multicouleurs, multimatières, détonnent et surprennent. Son séjour à Londres lui a donné envie de venir réveiller l'élégance à la parisienne avec l'originalité à la londonienne. La marque se veut éclectique et chaque création correspond à une personnalité. On a travaillé les pièces de manière très différente pour justement adapter cette pièce iconique, intemporelle, en trouvant des matières et des couleurs qui vont à chaque personnalité. C'est pour ça qu'Alice avait envie au départ de ne créer que des pièces uniques dessinées avec la cliente. Ajustement des mesures, couleurs, type de cuir, matières variées, zip, épaulettes, col, poche, doublure, lettrage. Chaque détail peut être retravaillé. À chacun sa veste et son numéro unique. On peut bien sûr enlever les épaulettes. Et avoir des poches non zippées. Tu peux aussi choisir, si tu as un dessin que tu aimes, un tissu, tu peux me donner à imprimer ou me donner un tissu et on peut utiliser ce tissu pour ta veste. Donc il n'y a pas vraiment de limite sur la création d'une veste. Finalement, j'aime à dire que tout est relativement possible. En plus des créations réalisées pour les clientes, Alice dessine également des pièces uniques au gré de ses inspirations. Ça, c'est un peu les premières ébauches, les premières idées de plein de vestes qui ont été faites ou non. Au début, il y a un travail de couleurs, de chromie et de mélange sur l'ordinateur. Après, c'est fait avec les matières. Et voilà, c'est mes premières idées. Et il y en a. Oui, la créativité d'Alice n'est pas en reste. Ajoutez à cela un vrai travail de coloriste. C'est très important de regarder à la lumière du jour parce que les teintes des couleurs varient énormément. Et quand on mélange les peaux avec des luminosités différentes, c'est très difficile d'avoir un même bleu sur 2 cuirs de nature différente. Parmi ces idées, certaines n'ont pas encore vu le jour. D'autres sont devenues des pièces uniques qu'Alice expose dans sa boutique. Le modèle Perf classique et le modèle Ecto plus long se déclinent de 1001 façons. Le but, c'est aussi d'inspirer les clients et de montrer l'infinie variété du vêtement. On peut aussi développer et mélanger des cuirs avec aussi d'autres matières. Ça peut être de la laine, des cotons. Là, typiquement, c'est un dessus de lit que j'ai trouvé sur un marché. On a aussi ce cuir champagne qui est propre à la marque, que j'utilise beaucoup, qui est un cuir ni doré ni argenté, que j'ai développé avec un fournisseur. Chaque année, Alice réalise également des pièces millésimes à l'occasion d'un événement en particulier ou pour pousser ses expérimentations. Mais derrière cette grande créativité, la constance dans son travail, c'est la qualité de la matière. Le choix des matières est hyper important. Jouer sur la différence de luminosité des cuirs, la différence d'épaisseur. Selon les envies, on peut avoir envie d'un cuir assez rigide ou alors d'une seconde peau. Et là, on va plus opter sur un cuir à néoplongé très souple. C'est pour cela qu'Alice travaille au plus près de ses ateliers. Proximité, contrôle, mais également l'exigence d'un savoir-faire réputé. Alice a choisi le Made in Paris. Prochaine étape pour elle, le développement de sa première collection, tout en gardant le concept de pièces uniques et en multipliant les collaborations. Elle n'oublie pas non plus la photo puisqu'elle propose également des portraits de ses clients. Alors après Johnny, Kate Moss, Lou Doyon ou encore Benjamin Grosjean, peut-être qu'elle saura faire la veste qui vous ressemble. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et avec style. Bye!